Par rapport au documentaire, en fait, c'était quoi le point de départ qui vous a fait que vous êtes lancé dans ce documentaire Michel Gondry, Do It Yourself? Le point de départ, moi j'ai travaillé donc pendant quelques années avec Michel. Un des producteurs qui a travaillé aussi avec lui pendant pas mal d'années m'a proposé un jour, m'a dit écoute, j'ai l'impression que c'est peut-être le moment de faire quelque chose sur Michel parce qu'il n'y a rien eu qui a été. Enfin, toutes les choses qu'il y a eu, qui ont été faites sur lui, ne nous satisfaisaient pas, nous, en tant que proches. Si vous voulez, on avait l'impression qu'il nous montrait des caricatures de Michel. Ah oui, Michel, ce petit bricoleur, etc. Mais nous, on voyait bien que c'est pas seulement un petit bricoleur, que c'était quelqu'un qui avait plein de théories sur plein de choses euh, diverses et très variées, qui avait une vision, qui avait plein de choses à dire sur plein de sujets et que bien souvent on le ramenait à ces petits bricolages, quoi. C'était ah oui, Michel Gondry, le petit bricolo, quoi. Et on se disait c'est pas juste, quoi. Il faudrait faire un portrait de lui qui soit honnête, qui soit plus honnête que ça, qui parle du vrai Michel, de celui qu'on connaît. Et on est parti de ça, de ce constat. On a eu un contact avec Arte et Arte était intéressé par le sujet Gondry. Donc, à un moment, on s'est lancé. Voilà. Donc c'était assez facile en termes de production, c'était facile à monter, Pas du tout, pas du tout. pas du tout, parce que on était en plein Covid au moment où vraiment on a lancé tout ça. Donc, ça a pris énormément de temps à démarrer pour plein de raisons liées à la fermeture des frontières aussi, parce que Michel, il habitait depuis quelques années à Los Angeles, qu'on pouvait pas y aller. Michel, il est hypochondriaque en plus d'être hypochondriaque. Et donc, il était chez lui et il ne sortait pas. Et il était complètement. Je devrais peut-être pas le dire. Non, non, mais il était assez. Il était bloqué un peu chez lui. Et il m'a dit moi, j'étais bloqué déjà avant le confinement. Avant qu'on soit confiné, j'étais déjà confiné, donc moi, ça fait des années que je suis confiné chez moi. Et en effet, il passait tout son temps à faire des petits dessins animés en papier découpé pour sa fille, principalement. Et puis voilà, et globalement, il faisait beaucoup ça. Et du coup, c'était un peu compliqué parce qu'au moment où on a voulu venir l'interviewer, il était un peu flippé de voir du monde, de revoir du monde. Et puis, et surtout, c'était très compliqué à monter pour des raisons d'emploi du temps. C'est que toutes les stars qu'on interviewe, ils ont tous des emplois du temps de stars et de ministres. Et du coup, avec des gens avec des emplois du temps pas possibles, c'est très compliqué de monter des tournages parce qu'ils disent oui, et puis finalement la veille, ah ben non, finalement, hop. Et c'est compliqué, quoi. Hmm. Voilà. Et vous pensez à Kylie Minogue et Jack Black, par exemple, c'est ça? Alors, Kylie Minogue a été interviewée en Australie parce qu'elle, elle était là-bas. Donc, on l'a interviewée à distance. Jack Black, c'est la même chose. Jack Black, c'était plus simple. On a fait une visio, lui chez lui, moi chez moi. Oui. Ça, c'était simple. Euh, non, non, non. Je pense à d'autres personnes qu'on a essayé d'avoir et qui avaient du mal à nous faire rentrer dans leur emploi du temps. Voilà. D'accord. Et qu'on n'a pas forcément eu d'ailleurs. Donc au final, on a dû changer notre fusil d'épaule, on a dû se dire, bon, ok, il y a des gens qu'on voudrait vraiment avoir, mais finalement, ils peuvent pas. Donc, voilà. Bah oui, c'est aussi ça, en fait, de faire un documentaire sur des gens connus et très occupés, c'est que, en fait, ils nous attendaient pas, quoi. Et puis, on n'était pas dans leur... voilà, on n'était pas la chose la plus intéressante et peut-être la plus importante qu'ils avaient à faire. Donc, voilà. Donc, ça simplifiait pas les choses. Mais on a réussi quand même à faire à peu près ce qu'on voulait.
Chouette. avec beaucoup de persévérance. Avec beaucoup de persévérance, ouais. Et justement, quand on monte un projet de documentaire avec une chaîne, est-ce que vous écrivez une sorte de scénario, un séquencier? Bien Parce sûr. que- D'accord. Vous faites une note d'intention, des choses comme ça aussi? Ah bah oui, parce que Arte, c'est une chaîne qui a des obligations, voilà, donc c'est du travail de commande quelque part, et j'arrive pas chez Arte en disant voilà, filez-moi plein d'argent pour que j'aille traverser la planète pour aller filmer peut-être machin ou machin. Non, bien sûr que non. Ils veulent voir, ils veulent savoir vers où on va. Évidemment, c'est du documentaire, donc on ne sait pas exactement ce qu'on va avoir. Mhm. On ne sait pas ce que vont nous donner les gens. Mais nous, on avait une petite idée, et puis on en a parlé un petit peu avec les intéressés, un tout petit peu avant pour préparer les choses, et puis ben, Arte ne s'engage pas. Genre, allez-y, carte blanche, quoi. Bah non, pas du tout. Hein. Ils savent très bien que ce que ça va leur coûter d'aller interviewer tous ces gens un peu partout dans le monde. Et donc, il faut leur raconter à l'avance qu'est-ce qu'on compte faire. Donc, on avait écrit toute une trame qu'on a respectée à peu près, hein, mais pas tout à fait au final, quoi. On avait écrit tout un truc et on a orienté ensuite les questions, toutes nos interviews dans suivant ce qu'on voulait faire, évidemment. Et puis après, bah, il y a eu des surprises. Après, il y a des petites choses qui se rajoutent et qui sont pas tout à fait prévues comme, euh, comme prévu. C'est la beauté du documentaire, c'est que tu sais pas exactement ce que tu vas avoir, mais c'est très chouette. Et donc voilà. Donc c'était oui, on savait vers quel résultat on espérait avoir, et puis ben on l'a à peu près eu. Et à peu près en termes de durée, c'est quoi? C'est 2 ans, tout compris? Tout compris, ouais, c'est à peu près 1 an et demi, 2 ans, ouais. D'accord. Parce qu'il y a à peu près entre le moment de l'écriture, du début du tournage, c'est début février 2022, et fin du montage, c'est été 2023. Donc on est 1 an et demi après presque. D'accord. 1 an et demi, et ça c'est sans l'écriture. L'écriture était avant, bien sûr. Oui. Et on a présenté le film à la Mostra de Venise. Il a été sélectionné en été 2023 et on a présenté en septembre 2023 à la Mostra pour la première mondiale. Donc c'était inespéré et magique. C'est un bon souvenir pour vous? Ah bah oui, on va pas tous les jours à la Mostra de Venise avec. Enfin, à la limite, on peut y aller en touriste, mais déjà y aller en touriste, c'est quand même chouette. Mais alors y aller pour présenter son film, moi j'y allais pour présenter mon premier film enfin un premier long film. J'avais fait jusqu'ici que des films courts, donc c'est quand même juste c'est un rêve. Surtout Et quand ça arrive que tout à coup un matin le producteur m'appelle et me dit écoute j'ai une bonne nouvelle. Je dis ah bon, voilà. vous êtes ami avec Michel Gondry depuis un peu plus de 30 ans, je crois. Ouais. Est-ce que, comment dire, il y a une remise en question de votre travail par rapport à votre amitié lorsque vous décidez de le mettre en avant lui, afin de dire des choses sur sa personnalité, parce que vous le connaissez parfaitement, enfin même si on connaît peut-être pas forcément parfaitement tout le temps les gens, Mhm. mais est-ce qu'il y a des éléments que vous souhaitiez montrer et que vous êtes freiné à montrer, ou inversement, ou... Oh, il y a des choses qu'on voulait montrer parce que, comme je vous disais, comment on le connaissait bien. Robin, le producteur, et moi-même, on était particulièrement, voilà, on était au courant de comment il était au quotidien, de tout ce qu'il racontait, de comment il était drôle, voilà. Et il nous semblait on pouvait montrer des choses que, voilà, des choses de sa vision politique aussi des choses. Il nous semblait que ça, c'était un aspect que on n'avait pas beaucoup vu
Et donc on voulait montrer ça, quoi. On voulait montrer honnêtement, le plus honnêtement possible, le plus justement possible, qui est Michel Gondry, quoi. Et son ressenti suite au visionnage de votre documentaire, c'est... Je crois qu'il est content. Il est assez suffisamment pudique, discret pour pas trop dire. Il était pas très content de de comment il était habillé, de comment il était coiffé parfois, mais c'est parce que clairement c'est le cadet de ses soucis, ça. C'est pas quelqu'un qui va absolument être, en tout cas à cette période-là. Maintenant il fait un petit peu plus attention peut-être, mais non, mais c'est pas quelqu'un qui passe sa vie dans son miroir. C'est pas quelqu'un qui aime particulièrement être interviewé, bien au contraire. Donc il s'en foutait un petit peu. Et puis après, finalement, quand il a vu les images, il a dit ah mais je suis pas bon. Voilà, je sentais que ça le gênait un petit peu. Et puis depuis, j'ai l'impression qu'il fait un petit peu plus attention. Bah oui, c'est aussi un. Quand c'est pas naturel de se faire interviewer, c'est jamais. Voilà, il y a des gens qui ont une facilité de ça. Michel, c'est pas quelqu'un qui a la. Même si je pense il est très très bon en interview, il parle bien, il raconte plein de choses, mais son aspect, quoi il ressemble, il s'en fout un peu au départ. Hmm. Ce qui est très appréciable dans votre documentaire, c'est que vous mettez en avant de façon humble le respect que vous avez de lui, en fait, votre amitié, et je trouve que c'est plutôt très 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 beau, c'est plutôt très très fin, c'est créatif, votre documentaire est très créatif, et puis à côté vous avez une touche sensible par rapport entre guillemets, à la gratitude que vous avez envers lui, j'ai trouvé. Ah Et bah, à un moment, je me suis dit, est-ce que il a été question pour vous, quand il est parti par exemple à Hollywood, que vous soyez par exemple réalisateur seconde équipe, parce que vous avez été assistant sur de nombreux projets, mais est-ce que vous avez pu aussi eu la proposition de travailler aussi avec lui autrement ah aux oui, États-Unis? oui, clairement. Ah bah, il m'a demandé quand on était là-bas et que j'étais son assistant, il m'a demandé de faire des images pour lui, pour un certain clip, je pense au clip Bachelorette de Björk, où il y avait quelques images qu'il pouvait pas faire lui-même pour des histoires d'emploi du temps. Il m'avait dit alors tu me fais ça, il m'avait fait des petits dessins, il m'avait dit je veux un plan comme ci, je veux un plan comme ça, et je devais aller faire ces plans-là, donc en deuxième équipe quoi. Donc j'avais fait des plans pour lui comme ça, et d'autre part un peu plus tard, beaucoup plus tard même, il y a quelques années de ça. Quand on s'est un peu retrouvé lors d'un tournage, ça devait être en 2017, je dirais. 2019, il avait fait une publicité pour une grande marque de téléphone pour Apple. Et du coup, il m'avait demandé, pareil, de faire quelques plans. Donc, j'avais été faire quelques plans parce qu'il pouvait pas les faire lui-même, mais pour des raisons d'emploi du temps, toujours, quoi. Deuxième équipe, c'est ça. C'est qu'en général, bon, il y a un problème d'emploi du temps. Michel a été suffisamment euh, comment dire, il a été voilà, il avait confiance en moi, donc c'est pour moi voilà, c'est comme une médaille. Quand il me dit tiens, est-ce que tu peux aller me faire des images, mais avec plaisir, comment dire, mais évidemment que je vais te les faire tes images, mon petit Michel, il n'y a aucun problème. Voilà, j'ai cette chance, c'est qu'il m'a à des moments, bon, je me dis, ok, je suis digne de la confiance de Michel Gondry. Bon, disons, c'est super. Je vais pas me plaindre. Donc oui, j'ai pu le faire pas beaucoup de fois, hein, pas très souvent, mais parce qu'en général, c'est tellement quelqu'un justement qui contrôle tout ce qu'il fait, qui veut très précisément, beaucoup plus précisément que ce qu'on peut croire. Quand on en a une image comme ça, lointaine, on se dit ah oui, Michel Gondry, ouais, petit bricoleur, voilà, c'est un peu ça. Mais en fait, c'est quelqu'un d'extrêmement précis qui sait complètement ce qu'il veut. Et donc, quand il demande qu'on aille faire des images pour lui,
il y a une petite pression quand même. Hein, c'est que il veut un truc très précis. D'ailleurs, je me rappelle très très bien que il y avait un truc qui lui plaisait pas dans les images que j'avais fait. Je lui ai dit, bah, je suis désolé, c'est comme ça que je l'avais compris. Lui, il était là. Ah bah non, c'était pas ça que je voulais. Bon, j'étais vachement embêté. C'est le risque d'envoyer quelqu'un en deuxième équipe. Bon, il faut être son œil, son bras armé, faut se mettre voilà, faut qu'il ait suffisamment bien expliqué les dessins, suivant les dessins, qu'il ait suffisamment été, faut qu'il ait été suffisamment clair, pardon, pour voilà, pour obtenir les images qui, que je lui fais. Je sais pas si je suis très clair, mais bon. Si, Ouais. si, c'est très clair. Justement, en parlant d'images, vous, quel était votre rapport au cinéma quand vous étiez enfant ou adolescent? Les films Le film culte. cultes, références ou autres, oui? Ah bah, moi j'avais des références. Vraiment, voilà, j'étais pas un énorme cinéphile. J'étais très fan d'Hitchcock, Mm. de, de Kubrick, de 2001, l'Odyssée de l'espace, particulièrement. Et puis, de deux, trois films qui m'ont marqué quand j'étais enfant. Je me rappelle avoir vu un Fellini très tôt, à Marcord. La Marcorde, oui. J'ai vu vraiment tôt et il m'a marqué visuellement. Peut-être j'étais trop jeune pour le voir, mais il m'a vraiment marqué ce film-là. Et puis il y a un film qui m'a beaucoup marqué quand j'étais enfant aussi. C'était Zazie dans le métro de Louis Malle. Mhm. Euh, bon. Mais en fait, donc ça c'était les quelques films que j'avais vus. Après j'étais plutôt fan de séries télé, genre Chapeau melon et bottes de cuir. C'était vraiment mon truc. J'aimais beaucoup ça. Mhm. Et mais très très vite en fait le cinéma m'intéressait pas plus que ça en vrai. J'étais un fan de clips. Oui. J'étais un fan de clips. Je regardais une émission qui s'appelait Bonsoir les clips, qui était quasiment tous les soirs sur Antenne 2. C'était la fin des programmes. C'est-à-dire quand les programmes s'arrêtaient à 23h30, ils mettaient une demi-heure de clips en général sur Antenne 2. Ça, c'est les années entre 81 et 84, je dirais. Donc, c'est Mhm. quelque chose qui était tous les soirs à la télévision. Et, euh, et j'étais fasciné par ça. Et évidemment, donc je me couchais à des pas d'heure beaucoup trop tard. Mais j'avais une petite télé qu'on m'avait prêtée et je l'ai installée dans ma chambre et je la regardais tous les soirs en m'endormant. Et je voyais des clips et les clips pour plein de choses super étranges musicalement. C'était pas des musiques très commerciales ou quoi. C'était des clips visuellement intéressants. Je me rappelle avoir vu le clip de Donald Fagen, un clip des trucs c'était pas les artistes les plus populaires qui passaient Mhm. qui étaient, le programmateur de cette émission ou la programmatrice de cette émission choisissait des clips un peu hors normes et du coup j'avais pas l'impression de regarder une télé musicale mais plus voilà un truc des clips bizarres, des clips étranges. Et on regardait ça, enfin moi je regardais ça et je me rappelle que j'en parlais le lendemain au collège, en fin de collège, ouais, je devais être en quatrième, troisième, et je dis, ouais, Mhm. t'as vu ce clip hier soir? Et personne n'avait rien vu, parce que c'était tellement tard, moi je sais pas, je devais avoir eu le droit où j'avais cette petite télé que j'allumais le soir super tard et que j'écoutais au casque pour pas pour pas me faire griller. Et j'étais fan de clips, quoi. Et ensuite, j'ai fait. Donc, ça m'a obsédé un peu pendant plusieurs années. Donc, j'étais tout le temps à écouter de la musique. Donc, j'avais un petit Walkman, hein, Mhm. un baladeur, et j'écoutais tout le temps. Je me rappelle même, même plutôt que d'écouter les cours de français, de mathématiques, je faisais style, je dormais, en fait, j'écoutais de la musique enfin, j'écoutais de la musique et j'écoutais de la musique dans les couloirs du collège, du lycée par la suite, plutôt que
plutôt que de réviser, je suis pas un super bon élève. Enfin, ça allait, je me débrouillais. Je faisais le minimum. Mais surtout, ça m'obsédait. Les clips, la musique, ça m'obsédait. Vous parliez tout à l'heure de chapeau melon et bottes de cuir, pardon, et j'ai vu quelques clips vous concernant, et ça m'a fait penser à votre clip Loulabi. Ah, Lullaby, bien sûr. Ouais, pardon, Lullaby. Et en fait, vous avez Lullaby, ouais, passé. parce que c'est un hommage à ce, bien sûr. Ouais, j'ai trouvé ça très chouette. Ah ouais, c'est Ouais, Lullaby, c'est ouais, ouais, il y a ouais. quelques années, donc ouais, il y a une chanteuse américaine qui s'appelle Christabel qui a fait un duo avec Marc Collin de Nouvelle Vague. Ils ont lancé ce petit projet, donc euh, c'est Marc Collin et Christabel qui ont fait cette chanson, qui est une reprise de The Cure. Et, ils m'ont dit, tiens, t'as une idée? Ils m'ont demandé si j'avais une idée. Et je me suis dit, ben, faisons-en un générique un peu 60s qui ressemble à Chapeau melon et bottes de cuir, à Emma Peel, à cette série que j'adorais et que j'aime toujours beaucoup, mais que je regarde peut-être moins en ce moment. Mais j'adorais, ce truc-là m'a fasciné, quoi. C'est cette fin des années 60, ce côté pop, voilà, pop, mais en même temps, ouais, c'était vachement important, Chapeau melon et bottes de cuir. C'était vraiment une série qui avait qui a eu un gros impact sur moi. Et finalement, oui, c'est vrai. J'avais fait ce Ouais. hommage, ce clip un peu hommage sous forme de générique. Ah ouais, il y a des trucs comme ça que j'aime bien. Et oui, et donc après, assez rapidement, c'est Chapeau melon et bottes de cuir qui vous a donné envie de raconter des histoires à travers des images, ou comment vous êtes passé à la réalisation J'ai fait mes tout premiers clips. Je les ai faits dans ma chambre avec la caméra vidéo VHS de mes parents. Je faisais des playbacks sur mes chansons préférées, quoi. Je mettais le 45 tours ou le disque et je faisais le playback, ou alors on avait monté un groupe avec un copain, un groupe de rock plus tard, même au lycée, et on avait été filmé dans le château, pas très loin de chez moi. Il y avait un château avec un grand parc. J'avais été filmer la rivière, j'avais été filmer les forêts, etc. On avait fait un clip un peu, c'était new wave, néo-romantique, un peu pourri, mais moi, ça m'obsédait de faire des clips, quoi. Je voulais vraiment faire, c'est vraiment ça qui m'amusait, plus que le cinéma. Oui. Et le cinéma, raconter des histoires, oui, mais alors courtes. Et, le cinéma en tant que tel, j'étais un assez mauvais cinéphile, en fait, je crois. Voilà, à part les quelques influences dont je vous ai parlé, qui Oui, sont Hitchcock. tellement, voilà, Hitchcock, Kubrick, bon, ça va, c'est Oui, du grand classique, il n'y a rien de bien. Voilà, mais après, il y avait des choses que j'aimais beaucoup, voilà, ouais. Louis Malle, Zazie dans le métro, Zazie dans le métro, c'est une histoire avec, par exemple, il y a plein de petites scénettes un peu clippées quelque part dedans. Il y a plein de petits moments très inventifs visuellement euh, qui me plaisaient beaucoup, quoi. Qui étaient, tiens, il raconte une histoire, mais c'est pas chiant, quoi. C'est vraiment, il y a plein de petites fantaisies visuelles qui m'amusaient énormément, quoi. et Donc voilà, donc ouais. j'étais plus intéressé par les clips que par les longues histoires. D'accord. Et justement, par rapport au clip, vous avez travaillé avec différentes personnalités, donc entre autres Carla Bruni, Benjamin Ouais, Biolay, ouais, Kali, et ça a commencé par Mojo de mémoire. ouais, c'est pas le premier Mojo, Non, mais c'est un des premiers, ouais. d'accord. Et je voulais savoir, ce sont les artistes qui vous demandent aussi, ou c'est vous, vous avez une opportunité parce que vous avez une idée avec ces artistes-là qui font qu'ils vous disent Banco, on veut travailler avec François? Ce qui se passait en général pour ces artistes-là, j'avais une productrice de clips
qui connaissait des gens dans les maisons de disques et donc qui recevait les chansons. C'est comme ça que ça se passe en général, hein, qui reçoit les chansons et puis qui les propose au réalisateur avec qui elle travaillait. Et du coup, elle m'avait fait passer Mojo, la chanson Lady, bien avant que ça sorte, quelques mois avant que ça sorte, en me disant, dis donc, tiens, il y a ce truc-là, cette chanson, elle est cool, t'as pas une idée? Et j'avais eu une idée vraiment très très rapidement pour ça. Alors ça, c'est toujours bon signe. Quand on a une idée immédiate, on se dit, oh là là, j'ai un truc. Donc il y avait ça. Et donc les artistes en face, ils reçoivent plusieurs projets de plusieurs réalisateurs, réalisatrices différents et bah, ils choisissent celui qui leur parle le plus, quoi. Celui qui correspond à ce qu'ils ont envie de faire ou à l'image qu'ils ont envie de donner de leurs chansons, voilà. Donc voilà, j'avais proposé à bah, tous ces artistes-là, à chaque fois, je leur proposais un truc, et puis ils disaient oui ou non. Évidemment, ça, c'est tous ceux qui ont dit oui, c'est ceux dont les clips ont été réalisés, et puis bah, plein de non. Plein de personnes avec qui j'ai failli bosser, mais qui au final ont préféré le faire avec quelqu'un d'autre. Bah, tant pis pour moi, tant pis pour ces projets-là qui ne sont restés que au fond de mon tiroir et puis à la poubelle. On travaille beaucoup pour la poubelle, hein, quand on est réalisateur, auteur, bah, on écrit des choses et puis si c'est pas choisi, bah, c'est poubelle. Et donc, qu'est-ce que vous appréciez, vous, en termes dans la réalisation? C'est quoi? C'est la création peut-être de storyboard, c'est la mise en scène, c'est vous, comment dire, vous surprendre vous-même? Ouais, je sais pas, je crois que c'est le fait d'avoir une idée au départ et de la voir aboutir assez rapidement après et que ce soit collé à la musique. Moi, j'ai un truc avec le rythme, avec la musique. J'ai fait de la batterie quand j'étais jeune. C'est peut-être pour ça que j'étais assez fan de Michel Gondry, d'ailleurs. Lui était batteur aussi, mais moi, j'ai été batteur aussi avant même de le connaître. Euh, Toujours eu peut-être un sens du rythme. Et le rythme du montage est quelque chose qui m'importait. J'ai commencé par faire du montage, en vrai. D'accord. J'ai un peu fait du montage. J'étais beaucoup plus à l'aise en montage. Que sur un plateau de tournage, que la mise en scène. Ça, il faut pas être timide, quoi. Quand on parle à des artistes, à des comédiens, il faut savoir ce qu'on veut, quoi. Alors qu'en montage, on peut être complètement... on est devant un écran, on essaye des choses. C'est beaucoup plus tranquille, mais il faut avoir quand même tourné des bonnes images, parce que sinon, si on a vraiment filmé des trucs pas bien, bah, on se retrouve en salle de montage face à des images qui marchent pas, qui fonctionnent pas. Alors, donc, finalement, c'est pas ce que je préfère maintenant, le montage. Je préfère maintenant me dire, être sur un plateau. Mais en vrai, j'aime tous les aspects de ce métier de la réalisation parce que c'est quand même une chance assez unique de au départ griffonner, écrire une histoire, dessiner 3 petits dessins un peu, voilà, et quelques semaines plus tard, de l'avoir réalisé, d'avoir un truc à regarder, dont on peut être fier, enfin, dont on essaye en tout cas d'être content, etc. Et voilà, de créer un truc à partir d'une idée de base qui est pas forcément voilà, qui n'est qu'une petite idée au départ et essayer de la faire grossir et de la faire vivre et de la faire aboutir, c'est quelque chose quand même, c'est pas mal, hein. Ouais. Vous parliez justement de création, d'idées, et j'ai vu que vous avez fait une publicité avec Raymond Domenech. Et je me suis dit, en la voyant, je me suis dit, waouh, ça va loin, c'est un peu délirant, et ça vient,
C'est D'où quoi ça ce vient? projet, entre guillemets? D'où ça vient? Ben, il y a eu cet épisode du bus Nice Na. dont tout le monde a entendu parler, évidemment. La fin de carrière de Raymond Domenech, en fait. Il avait, voilà, il était, c'était la personne la plus détestée de France à un moment, quoi. Et c'est juste à ce moment-là que je travaillais avec un créatif, un, voilà, quelqu'un qui avait un contrat un peu avec une société de jeux en ligne, et de paris en ligne, et de poker en ligne surtout. Il avait, et il était chargé par eux de trouver une idée pour faire un peu de communication. Donc il s'était dit, vas-y, on va faire un film rigolo, on va faire un film dingue. Euh, mais le truc le plus cool, ce serait de demander à Raymond Domenech d'aller faire, genre de prendre le parti de, ok, le mec est complètement grillé en France, c'est terminé pour lui, sa carrière elle est foutue, et du coup il part au fin fond de l'Asie, il se met au poker. Et donc il me propose ça, je lui dis bah t'es un dingue, c'est super, trop bien, on va trop s'amuser à faire ça. Bah l'étape numéro 1, c'est est-ce qu'il va être d'accord, quoi. Et lui, en tant que voilà créatif, il avait ce scénario, hein, parce que en publicité, c'est un scénario qui est écrit par des créatifs, un concepteur-rédacteur et un copywriter qui écrivent un scénar Mhm. et puis qui le proposent ensuite à un réalisateur. Le réalisateur n'est pas l'auteur. Hein, c'est vraiment c'est comme scénariste, c'est eux les scénaristes, c'est eux qui ont ils savent ce que le client veut, donc ils écrivent suivant ce que le client veut. Et ensuite, ils vont chercher un réalisateur. Bon, là, il se trouvait qu'on se connaissait bien, il avait cette idée en tête, et c'est vachement bien parce que du coup, il me l'a proposé très très tôt. Alors qu'il était encore en train de l'écrire, il m'a dit voilà, on pourrait faire ci, et du coup, on a rebondi, du coup, on l'a un peu, j'ai pu apporter un tout petit peu deux, trois idées pendant qu'il était en train de l'écrire. Mais c'est lui qui l'a écrit de toute façon. Et donc, première étape pour lui, c'est d'aller proposer quand même ce truc, ce film complètement barré à son client déjà. Son client, il dit bah ouais, ce serait trop bien. D'aller le proposer évidemment à Domenech. Et Domenech, il a dit de toute façon, moi, ça me va. Je suis tellement grillé, liste noire. Je suis la personne la plus détestée de France, que si on peut s'amuser avec mon image qui est dégradée, eh ben, allons-y. Et il a eu tout à fait le culot qu'il fallait, et tout à coup, et comment ça s'appelle? Le self, tu vois, l'humour sur soi-même. Mhm. Il a eu suffisamment d'humour et de recul sur son image qui était pourrie pour se dire ça va être génial, amusons-nous. Et donc quand on est parti avec lui, on a discuté un petit peu, il nous a raconté plein de choses sur voilà sur toute cette période, le bus et un petit peu avant et tout ce qui s'est passé à ce moment-là. Et il a dit maintenant moi de toute façon faisons le film le plus marrant possible, le plus décalé possible, le plus genre mais auquel personne ne s'attendra. Et on a fait ce film-là, et quand il est sorti, donc c'est une des premières publicités uniquement Internet. Hein. C'est vraiment, on est au début des pubs Internet et les annonceurs, les clients, les annonceurs ne voulaient pas mettre de gros budget pour Internet parce qu'ils se disaient ouais, la publicité ça marche à la télé, Internet c'est rien, c'était des tout petits budgets à l'époque. Maintenant, c'est complètement différent, bien sûr. Mais à l'époque, ils voulaient pas mettre des gros budgets, donc c'était un pari un peu quand même. Hein. Mais on s'est dit non, mais justement, pour faire venir, il faut essayer un truc, mais qui soit super marrant, qui soit viral. C'est-à-dire que les gens vont se passer
d'adresse mail en adresse mail. Genre, dis donc, t'as vu ce truc-là, c'est vachement marrant. C'est avant les réseaux sociaux, hein, ce clip-là. Donc, on s'envoyait, si on se souvient bien, hein, il y a 15-20 ans, on s'envoyait les histoires marrantes, les clips marrants, les petits visuels, les petites pubs ou les petits courts-métrages marrants. On se les envoyait par mail. On s'envoyait des liens en se disant, voilà, tiens, regarde ce truc, c'est super marrant, etc. Donc on avait envoyé ça, on avait fait ce film-là en se disant, on espère que ça va être viral et que les gens vont se la passer. Et c'est ce qui s'est passé parce qu'on a eu il y a eu un il y a eu un visionnage un peu dingue sur ce truc. C'est parti, voilà, ça a été repris par la presse, les guignols de l'info. La une du Parisien, je crois, où il disait mais Domenech continue à se foutre de notre gueule. C'était génial. Et il était très content parce qu'on avait voilà. Lui, il avait fait un truc genre une sorte de coup d'éclat complètement délirant, amusant. Et puis, pour vous aussi, c'était une bonne. Et moi, j'étais très très content parce que j'avais une pub vraiment marrante qui ressemblait à rien d'autre, une sorte de bande-annonce de film d'aventure. Ouais, en fait, on avait repris quasiment plan par plan. Comment il s'appelle? Pas Predator, mais un truc avec Van Damme. Enfin voilà, on s'était vachement inspiré d'un film de Van Damme et on a repris. Il y a certains plans qu'on a fait un peu pareil. Vous avez fait aussi une sorte de petite parodie de Scream avec votre publicité sur le Fairvex. Ouais, ça c'était pareil. Les créatifs avaient écrit un truc en se disant ce sera inspiré des films d'horreur style Scream. Et je leur avais dit et là ils me demandent moi voilà, ils avaient un scénario, ils avaient écrit un scénario, Fairvex était d'accord pour faire ce truc-là et il fallait un réalisateur dessus. Et moi j'avais pris le parti de dire on va coller à fond à la parodie, on va coller à la parodie on va coller à Scream à fond. Il faut qu'on soit exactement dans les mêmes codes, etc. Parce que ça marchera d'autant plus. Si c'est voilà, mais ça c'est de la direction artistique de publicité, c'est-à-dire on réfléchit, on se dit que c'est ça qu'il faut pour cette marque-là. Et ils avaient adoré. Et c'était vachement marrant comme drôle, hein. Cette pub a énormément marqué. Elle a bien marché et elle a bien marché dans les cours de récré. C'était le truc, c'est ta mère. Tout le monde. Voilà, ça marchait vachement bien. C'était drôle. La chute était vraiment marrante. Mais sur un film qui fait 20 secondes, entre 20 et 30 secondes, faut que ce soit hyper efficace, hyper percutant, qu'il y ait c'est d'une précision à la seconde d'écrire un film comme ça. Et c'est un exercice de style qui est c'est un vrai challenge chouette, quoi. Il faut rentrer dans le code, il faut que ce soit dans le code visuel de tel ou tel annonceur. On peut pas faire d'impair, on peut pas commencer à filmer. Il faut être dans le bon code couleur, dans les bons codes de la marque, etc. C'est un exercice de style. Il y a plein de pubs que j'ai adoré faire et dont je suis assez fier. En effet, Fairvex, c'est une grande satisfaction, celui-là. Parce qu'il est populaire en plus, quoi. Oui. Parce qu'il a été suffisamment vu et tout le monde m'a suivi vraiment bien et j'ai pu vraiment faire ce que je voulais. Donc c'est chouette, quoi. Quand on est satisfait du résultat, malheureusement, il y a des fois où on l'est moins. Et on se dit j'ai un peu foiré mon coup. On m'a pas laissé faire exactement ce que je voulais, donc j'ai dû faire des compromis, donc voilà, où je me suis mal débrouillé. Enfin voilà, il faut être réaliste et avoir un peu d'humilité. Il y a des fois où on se plante, où il y a des fois où les gens n'ont pas suffisamment confiance en vous pour reprendre refaire le montage final ou ce genre de choses. On n'a pas le Final Cut tout le temps. On propose un Final Cut et puis l'annonceur il en dispose. Il fait ce qu'il veut. Donc il y a des fois où ils reprennent le truc et puis
et c'est pas ce qu'on avait imaginé, mais après, c'est son film, hein, c'est Oui. l'annonceur. C'est pas comme une création que je fais moi, qu'on fait comme un créateur, comme un artiste. C'est pas du travail. Même s'il y a une direction artistique, même s'il y a une réalisation qu'on pourrait qualifier d'artistique parfois, bah c'est quand même du travail de commande. Bon, donc ouais, moi il y a des choses que j'ai bien aimé faire. J'ai adoré faire une pub pour Sony. Qui était très drôle, sous forme de court métrage où on disait quasiment pas la marque, on était complètement dans un monde absurde, très drôle à faire, très chouette. Domenech, la pub pour ce site de poker en ligne, c'était vraiment très chouette. Et puis ouais, il y a 2-3 Ouais. choses dont je suis très content. Maintenant, voilà, je suis toujours un peu déçu quand ça c'est pas assez vu, mais ça c'est pas moi qui fait l'achat d'espace, c'est qui fait la diffusion. Donc bah ouais, parfois t'es super content, t'as fait un film chouette, t'as envie que tout le monde le voit, et puis pas grand monde le voit ou pas assez de monde le voit. Alors bon bah ok. Et puis par contre, c'est comme ça. Hein, Mais au moins la vidéo existe. oui, 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 voilà, exactement. Mais au moins ces choses-là existent, elles sont visibles, elles traînent sur Internet, on peut les retrouver si on cherche. Voilà. Bon. Comme voilà, comme des clips, Ouais. comme les clips, voilà, de plein d'artistes que je suis content d'avoir fait. Mm. Alors, est-ce qu'on peut en savoir plus sur les projets Les projets actuels, il y a un scénario de long métrage qui est en cours d'écriture. Donc c'est toujours compliqué parce qu'on se dit, il ne faut pas trop que j'en parle, parce que Non, c'est pas superstition. superstition, voilà. Donc il y a ce projet qui est en train de se faire, qui va, je l'espère, aboutir, parce que ça fait quand même quelques années que je travaille dessus. Mhm. Mais là, on n'a jamais été si proche d'aboutir. Chouette. Enfin, ça avance, quoi. Ça avance de manière très positive. Donc, j'ose espérer que ce film existera un jour. Voilà. D'accord. Et puis, des deux projets de documentaires, quelques-uns, souvent en rapport avec le cinéma et la musique, sur des thématiques, voilà, un peu punk, un peu marrant, un peu, voilà, j'essaye. Et puis, un peu avec un pied dans le cinéma, un pied dans la musique, finalement. C'est un peu ce que j'ai toujours voulu faire. Hein. Faire des clips, c'est coller de la musique sur des images ou coller des images sur de la musique. Et ben, finalement, c'est ce rapport entre le son et l'image qui m'intéresse toujours beaucoup. Et faire du documentaire qui parle de cinéma et de musique, et ben, ouais, ça me plaît. Ça. Et justement, ton réalisateur, parce que les projets, ça se développe sur plusieurs mois, voire sur plusieurs années. Est-ce que des fois, ça vous démange de toucher la caméra et de vous dire, il faut que proposez-moi un clip, une pub, qu'importe, entre Énormément, guillemets. énormément. C'est un métier qui est super chouette quand on tourne, qui peut être excessivement long quand on ne tourne pas, et que ça peut être excessivement frustrant de pas filmer, de se dire tiens, peut-être que la prochaine fois que je serai sur un plateau de tournage, j'en sais rien. Enfin, ça peut être un peu long, un peu. Vaut mieux avoir des petites choses à faire à côté parfois, hein, parce que sinon ça peut un peu rendre fou de pas de pas être productif tout le temps et ou de pas l'être autant que ce qu'on voudrait. C'est pour ça que faire du clip, on peut avoir de la satisfaction de faire un clip ou un court métrage parce que 3 semaines après, mettons, le truc est terminé quoi. Entre la première idée et le film terminé, il peut se passer un temps qui n'est pas en mois ni en années, mais plutôt en quelques jours ou quelques semaines. Et ça, c'est excessivement gratifiant. Ça redonne espoir. Quand Mmh. on a vraiment envie de filmer, on filme. Voilà, ça c'est chouette. Et d'attendre toujours des financements, d'attendre toujours des réponses de un tel, de machin, de bidule et tout. Et ça c'est pas assez long. Ça peut être un peu décourageant.
Parfois, voilà. Donc moi, j'ai la chance d'avoir acheté une petite caméra film il y a quelques années et Mhm. d'avoir filmé d'ailleurs plusieurs clips avec. Et ça, c'est chouette parce que là, on peut me proposer, tiens, t'as pas une idée sur tel morceau? Ouais, j'écoute et puis peut partir quasiment seul ou avec très toute petite équipe et d'aller filmer un truc qui ressemble à du cinéma et qui va durer que 3 minutes ou enfin la durée d'une chanson. Et ça, c'est ce que j'ai toujours préféré faire. Mhm. Donc voilà, ça de temps en temps, je le fais pour une chanson que j'aime bien ou un morceau qu'on me propose. Je peux le faire. C'est pas des gros budgets, ça part pas. Voilà, on faut trouver la bonne petite idée qui va rentrer dans la case et que je vais pouvoir filmer quasiment tout seul. Ça, c'est trop bien. Surtout et avec les outils dont on dispose désormais maintenant, Ouais, c'est assez incroyable quand même. ouais, c'est ça. C'est comme, voilà, c'est ça, c'est de se servir de la caméra comme d'un, vraiment, se dire, bon, bah voilà, tiens, j'ai envie de filmer ça, bim, je le filme et c'est parti. Et on peut le monter très facilement, on n'a pas besoin de, voilà. Bon, moi, j'ai envie de le faire quand parfois j'ai envie de le faire en 16 mm, en film, quoi, ça implique juste une étape de développement et de développement de pellicule qui n'est pas aussi facile que de filmer avec un téléphone. Mais bon, c'est pour une histoire de look aussi et de qualité cinématographique, quoi. Mhm. Ça me satisfait un peu plus. On va dire, c'est exactement comme prendre un appareil photo ou numérique ou un appareil photo argentique. Je vais préférer l'argentique, mais c'est parce que que j'aime bien. C'est une histoire d'esthétique. Mhm. Esthétique. Mais en tout cas, ouais, d'aller faire un petit clip comme ça ou d'aller faire un court métrage sans grand moyen, c'est une récréation, c'est super. Il faut pas l'oublier, il faut essayer de continuer à le faire toujours, quoi, Oui. le plus souvent possible, parce que ça permet de pas oublier ces réflexes-là, les réflexes de voilà, savoir filmer un peu. Voilà, Mhm. voilà, j'y pense de temps en temps, puis quand j'ai un peu de temps, ouais. Vous avez vécu aussi de nombreuses années, ou plusieurs années aux États-Unis, Ouais. mais vous n'avez pas trouvé votre épanouissement, si j'ose dire, là-bas, ou professionnel? Ah non, clairement, euh, j'y allais pour bosser avec Michel. Euh, Ça correspondait pas tout à fait à ce que j'avais envie de faire. Je me sentais pas super à l'aise aux États-Unis. D'accord. La Californie, c'est très agréable. Et puis en même temps, j'avais pas envie d'y vivre, tout simplement. Je Je comprends. crois qu'il y avait ça, et puis peut-être que j'avais un petit peu éventuellement aussi envie de faire, de pas être assistant toute ma vie. Aussi, il y avait un peu de ça, et je sentais que je pouvais continuer à faire assistant, avoir une vie en Californie, et je crois qu'à un moment, je me suis posé cette question-là, et je me suis dit, c'est pas pour moi ce pays. Et bon, après, pendant des années, je me suis dit, ah, est-ce que tu regrettes pas? Est-ce que non, ça va, j'ai réussi à faire deux, trois trucs en France qui m'ont plu. Peut-être tout aurait été différent, j'en sais rien. Mais à un moment, ça me plaisait pas assez d'être là-bas. J'avais un peu envie de. Ma vie perso qui Bien sûr. m'attirait plus vers la France aussi. Je comprends. Je comprends. Voilà, et Michel, il s'est beaucoup posé de questions aussi à ce moment-là, hein. C'était genre, il avait vraiment envie de faire du cinéma et il était à Hollywood et c'était plus simple. Ouais. Il y a- Même si il y a eu du temps hein, qui s'est passé avant qu'il ait son premier film. Et ça a été pas facile, c'était pas du tout. Mec, il avait Rolling Stone sur son CV, sur sa bande démo. Il arrivait avec les Rolling Stones, avec des trucs fous. Et en France, mais on le calculait même pas, quoi. C'était dingue. J'appelais les agents, tous les agents de Paris. Le mec, il calculait pas. Il a fait quoi comme film?
Mais non, il a pas fait de film, il a fait le clip des Rolling Stones. Ah ouais, mais non. Un truc que j'aurais peut-être pu préciser Ouais, du coup. sur Michel Gondry, j'ai vu 2 documentaires sur lui. Il y a Michel Gondry Do It Yourself, voilà, où on voit beaucoup de clips. Et j'ai fait un documentaire un peu plus obscur Oui, qu'on a appelé Bed with Michel Gondry, on n'a pas parlé, c'est vrai. court, plus nocturne et qui est peut-être plus proche enfin, c'est pas plus proche, mais c'est le Michel Gondry qui n'arrive pas à dormir. Donc c'est un truc complètement différent, nocturne, qui est un documentaire un peu ovni, qui est fait. C'est un film un peu fait pour s'endormir. Non, c'est un film qui est un peu construit comme une insomnie, avec. Vous savez, il y a un truc qui est assez marrant, c'est quand on a des insomnies, et j'en fais quelques-unes de temps en temps. On se réveille et puis on a l'esprit qui passe d'un sujet à un autre. Ting, tong, ting. On passe du coq à l'âne comme ça. Il n'y a pas de logique apparente, un peu comme dans les rêves. Mhm. Et on a proposé ça à Michel et ça l'a amusé de faire ce film. Et c'est complètement différent. Mais j'ai pris beaucoup de plaisir. On l'a fait en même temps hein, que le premier film. Mais voilà, c'est un film un peu plus étrange et assez marrant aussi. Voilà. Ok, bah on va le visionner très rapidement. Un film de nuit, voilà, un film nocturne sur Michel Gondry, mais attention, et j'autorise les spectateurs à s'endormir devant. Il n'y a aucun c'est fait pour. C'est Prévoyez construit le comme une pyjama. insomnie, donc on a le droit de s'endormir dessus. D'accord. Prévoyez la couette et le pyjama alors. Ouais, voilà, exactement. Il faut se mettre en condition, de regarder vers minuit, un peu fatigué, et d'essayer de rentrer en communication en somnolence. Voilà, c'est un film complètement différent, mais assez marrant à faire. Chouette. Voilà. Merci beaucoup. Pas de rien.